à l'occasion du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'aimerais revenir sur la célébration au cours de cette année 2019 d'un certain nombre d'instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés en lien avec la Déclaration universelle. Donc il y a des liens plus ou moins directs avec cet instrument de 1948, donc qui prend la forme d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc 2019 a été une année importante parce que nous avons donc fêté en particulier l'anniversaire de trois instruments fondamentaux, trois instruments contraignants, donc juridiquement contraignants, donc des traités qui ont un lien extrêmement fort avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc j'aimerais les évoquer à l'occasion et en profitant de cette opportunité du 71e anniversaire de la Déclaration universelle. Le premier instrument dont j'aimerais parler, c'est la Convention des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui a été adoptée en 1979, qui est un traité, donc qui prend la forme d'un traité, d'un engagement contraignant pour les États qui l'ont accepté. Et c'est un engagement qui, aujourd'hui, lie un très grand nombre d'États, donc il est quasi universel, puisque 189 États membres des Nations Unies ont en même temps ratifié cette convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Et c'est un texte qui est directement lié à la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque donc il y a une filiation directe avec la DUDH, puisque dans le préambule de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale, la Déclaration universelle est évoquée dans le deuxième paragraphe de la Convention, donc immédiatement après la Charte des Nations Unies. Et ce que la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale reprend de la Déclaration universelle, évidemment, c'est le principe de non-discrimination, et notamment le principe de non-discrimination fondé sur le sexe. Je vais reprendre le vocabulaire que l'on utilisait en 1979. Et surtout, et ça c'est fondamental, la proclamation, je cite, que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncées, sans distinction aucune, notamment de sexe. Donc aujourd'hui, cette convention a 40 ans, donc c'est un bel anniversaire évidemment que nous fêtons, et cette convention est fondamentale parce que dans ses dispositions, et je pense notamment à l'article 5 de la convention, dans ses dispositions, elle invite les États, elle oblige les États à lutter contre la discrimination à l'égard des femmes, par exemple l'article 5, en luttant contre les stéréotypes qui sont à l'origine des discriminations extrêmement graves, voire des actes de violence, voire des féminicides dont les femmes sont victimes simplement parce qu'elles sont femmes. Donc nous fêtons cet anniversaire-là et je tenais à mentionner cette convention et évidemment tout le travail du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, parce que c'est l'un des instruments fondamentaux qui ont été adoptés dans le sillage, ou j'irais, en reprenant la philosophie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'autre convention importante, l'autre instrument, traité contraignant dont nous fêtons l'anniversaire en 2019, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été adoptée donc le 20 novembre 1989, donc un petit peu plus récemment que la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, donc nous en fêtons les 30 ans. Et là encore, la Convention relative aux droits de l'enfant est un texte qui est universel. Là, c'est sans doute le texte qui est le plus universellement ratifié, puisque 196 États partis, donc 196 États ont accepté d'être partis à la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est-à-dire plus d'États partis que d'États membres de l'Organisation des Nations Unies. Et là encore, comme pour la convention précédente, comme pour le traité précédent que j'ai mentionné, la filiation avec la Déclaration universelle des droits de l'homme est évidente, elle est directe, elle est marquée dès le préambule de la Convention relative aux droits de l'enfant, puisque le préambule reprend cet article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans lequel on parle d'une protection spéciale, d'une assistance spéciale à laquelle ont droit les enfants et notamment la protection sociale. Donc je reprends là encore les termes de la Convention, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de cet article 25.
Et cette convention de 1989, donc cette convention relative aux droits de l'enfant, constitue aujourd'hui une pièce maîtresse de ce que l'on appelle le droit international des enfants, qui est fondé sur la vulnérabilité particulière de cette catégorie de sujets de droit, puisque les enfants sont des sujets de droit, et encore une fois, on le sait depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais évidemment, l'objet de la Convention de 1989 est de donner corps à ce droit international des enfants et de donner de la substance et donc à consacrer des droits en faveur des enfants et notamment face aux défis fondamentaux que rencontrent les enfants aujourd'hui, tels que la pauvreté. Donc on a parlé beaucoup justement autour de l'anniversaire de la Convention de la pauvreté des enfants, qui n'est pas encore très bien je dirais, capté par le droit international des droits de l'homme, ou le trafic, toutes les formes de trafic, toutes les formes d'exploitation économique, sexuelle, etc., dont les enfants sont encore les victimes. Donc évidemment, tout cela viole très gravement les droits des enfants, et tout cela entraîne aussi une violation des obligations des États. Donc c'est un instrument, comme la convention précédente que j'ai évoquée, un instrument fondamental du droit international des droits de l'homme qui, j'irais, retranscrit en termes contraignants cet article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, donc cet élément relatif aux droits des enfants qui était déjà évoqué dans le texte de 1948. Et puis le dernier instrument dont j'aimerais parler est un peu différent des deux précédents, c'est la Convention américaine des droits de l'homme, dont nous fêtons également en 2019 l'anniversaire. La Convention américaine des droits de l'homme a été, elle, adoptée en 1969, le 22 novembre 1969, et elle est un peu différente des deux autres conventions que j'ai évoquées, puisque tant la Convention relative aux droits des femmes relative à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes que la Convention relative aux droits des enfants sont des textes adopté dans le cadre des Nations Unies, alors que cette Convention américaine des droits de l'homme est un texte régional. C'est un texte qui est adopté dans le cadre de l'Organisation des États américains, donc cette organisation qui comprend les États américains du Nord, Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Donc c'est un texte régional, ça n'est pas un texte universel, mais là encore, la filiation avec la Déclaration universelle des droits de l'homme est une filiation qui est directe, puisque dans le préambule de la Convention américaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle est mentionnée, et surtout, la Convention se pense non pas comme un défi ou une limite, je dirais, au caractère universel des droits de l'homme ou de la Déclaration universelle, mais au contraire, comme un complément, comme une traduction régionale des droits qui sont protégés ou qui sont garantis, énoncés au niveau universel. Donc la Convention américaine des droits de l'homme, en 1969, se pense comme le relais régional des droits de l'homme qui sont affirmés au niveau universel, d'où cette référence directe, formelle, textuelle à la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le préambule de la Convention américaine des droits de l'homme. Et ça n'est pas simplement la reprise de l'héritage, je dirais, de la Déclaration universelle par le texte régional, n'est pas simplement formelle, ce n'est pas uniquement une révérence qui est faite à la Déclaration universelle. La philosophie aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme est reprise comme point de départ de la philosophie du droit interaméricain des droits de l'homme, et notamment certains principes cardinaux que l'on a dans la Déclaration universelle et vont structurer le droit interaméricain des droits de l'homme, par exemple l'appréhension, la prise en compte de la vulnérabilité dans toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, quelles que soient les catégories de personnes qui sont concernées par cette vulnérabilité, un droit qui est profondément centré sur la personne humaine, comme la personne humaine évidemment est au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est un droit aussi qui reprend de la Déclaration universelle des droits de l'homme deux principes fondamentaux que sont les principes d'interdépendance et d'indivisibilité des droits de l'homme. Donc la filiation, encore une fois, entre cette convention régionale qui ne concerne qu'une poignée d'États et la Déclaration universelle des droits de l'homme est une filiation, encore une fois, qui n'est pas simplement formelle, mais qui est
substantielle et je dirais presque la reprise de la philosophie. Et d'ailleurs, René Cassin, qui est l'un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a joué un grand rôle aussi dans l'écriture et l'élaboration de la Convention américaine. Alors pourquoi est-ce que ces trois instruments sont évoqués à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme? D'abord, pour donner à voir, je dirais, la formidable construction juridique d'instruments contraignants qui ont pris pour point de départ la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration de 1948 constituant le point de départ de ce que l'on appelle, ou l'acte de naissance de ce que l'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme, et qui va, cette charte internationale qui va comprendre donc, tous ces instruments internationaux parmi ceux que j'ai évoqués, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres, hein, y compris donc dans ces traductions régionales comme la Convention américaine des droits de l'homme. Donc ça, je crois qu'il faut s'en réjouir quand on fête le 71e anniversaire de la Déclaration universelle. Il faut se réjouir de cette construction juridique que la Déclaration universelle a permise et que la Déclaration universelle a influencé et continue d'influencer. Et en même temps, c'est une note un peu plus négative, mais sur laquelle il faut réfléchir, en même temps les trois thèmes évoqués, donc la protection des droits des femmes, la protection des femmes contre la discrimination, la protection des droits des enfants, ou alors la protection des droits de l'homme dans un ensemble régional comme le continent américain ou les Amériques, et bien sur ces trois thématiques, on se rend compte que la Déclaration universelle des droits de l'homme, finalement, désigne toujours un idéal à atteindre, on ne l'a pas encore atteint, l'idéal d'une vie digne, par exemple, l'idéal d'une vie libre de violence, l'idéal d'une vie libre de discrimination, quel que soit le motif de la discrimination, le genre, l'origine ethnique, la naissance, la fortune, la situation économique, enfin la situation la situation économique ou l'orientation sexuelle, le handicap, etc. Donc la Déclaration universelle désigne toujours cet idéal vers lequel on doit tendre, cet idéal que l'on doit regarder, et en ce sens, et ça c'est important je pense à garder à l'esprit, en ce sens, le projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme, finalement, même 71 ans après, reste un projet inachevé, il reste un projet qui est menacé, on le voit aujourd'hui, à la fin de l'année 2019, de sorte que tant la société civile, les ONG, les États, les organisations internationales, les organes de protection des droits de l'homme ont à la fois, j'ai envie de dire, l'obligation juridique pour certains, mais également le devoir moral de protéger ce projet normatif de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de le défendre et de lui donner un avenir.